écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Ce soir, nous sommes à nouveau en effectif réduit. Il y a notre cher Christine Lambert qui n'est pas avec nous. On lui fait un petit coucou, notamment quand même dans cette émission. Mais à côté de ça, j'ai quand même avec moi Laurent Cuvier, Olivier Scars, Roger Caroni et Géry Gitani. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va très bien. Ça va aussi, merci. Eh ben, tout le monde va bien. Et toi? Très plaisir. Moi, je vais très bien. Je vais très très bien. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Donc, avant de commencer cette émission, je tenais juste à faire une petite annonce à nos auditeurs qui écoutent cette émission. C'est que nous avons eu quelques problèmes techniques récemment suite à un changement de plateforme d'hébergement, etc., etc. Et donc, je tiens juste à signaler que pour ce qui est de l'émission sur Spotify, elle a changé d'adresse. Donc, il faut rechercher le Singlecast sur Spotify et il y a donc un nouveau compte, le Singlecast, qui a été ouvert. Donc, n'hésitez pas à le suivre, à vous abonner et à écouter cette émission via ce canal, tout comme sur Deezer maintenant. Messieurs, nous sommes maintenant sur Deezer. C'est bon, puisque c'est français, donc c'est très bien. Voilà, n'est-ce pas? Non, je m'attendais à une vanne de Laurent, mais il va pas la faire, c'est pas grave. Non, à la fin. Non, deux fois, ça va, il n'y a pas besoin. C'est ça. Déjà une, c'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et une petite chose, Benoît. Oui. Si je peux me permettre déjà de t'interrompre, désolé. J'ai remarqué que sur Spotify, l'ancienne chaîne était toujours active pour l'instant. Oui, celle-ci va disparaître dans les prochains jours. Voilà, très bien. C'est pour ça que je demande à nos chers auditeurs de bien vouloir s'abonner à la nouvelle, parce que l'ancienne risque de disparaître d'ici quelques jours. Voilà. Et sinon, nous sommes toujours disponibles sur YouTube, enfin voilà, les canaux habituels. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et puis à laisser quelques commentaires. Ça fait du bien de savoir. On aime bien savoir ce que vous pensez des émissions de temps en temps, ou bien quand vous nous donnez votre avis, comme sur l'émission sur la Guadeloupe, donc l'émission d'il y a 2 semaines qui a très bien marché, je dois dire, et où on a eu pas mal de commentaires. On a eu pas mal de commentaires sur pas mal de sujets qui ont été discutés pendant cette émission. Mais avant de venir au sujet du jour, je vais passer la parole à notre cher Roger, qui lui a un paquet de news pour nous en direct de la Belgique. Il n'était pas là la dernière mission, donc maintenant il se rattrape. Roger, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, tu m'as pas du tout écouté quand tu m'as demandé avant l'émission si j'avais beaucoup de news, parce que je t'ai dit non. Ce n'était pas moi, donc voilà, je te remercie. Alors, All Brothers, embouteilleur français, revient avec un Hamden de 2001, qui a vieilli 18 ans sur place, donc et 1 an en Europe. Ça titre 61,6%, donc ça dégomme un petit peu. Et c'est dispo en février. Alors certains diront 18 ans chez Hamden, c'est pas possible, mais je pense qu'en fait ça vient de chez Rain Nephew. Oui, probablement. Comme le New Yarmouth. Tu lui as donné? C'est pas qui? Christelle? Ah, je ne pense pas. Tu lui as donné, non? Peut-être. Peut-être qu'il y avait juste un feu alors, mais ça m'étonnerait très fort, ça doit venir de chez Rain Nephew. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste quand même la Jamaïque. Et voilà, c'est dispo courant février, je pense. Plantation, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé d'eux, reviennent avec un rhum du Pérou. Donc c'est en 2006, ça vient de chez Cartavio. C'est disponible dès maintenant à 47,9%. Et comme d'habitude, c'est un double vieillissement, mais c'est pas en cognac cette fois-ci, c'est en... Voilà, je me suis dit qu'il n'y avait pas à le noter et que je m'en souviendrais. Résultat, je m'en souviens plus, mais bon. Quel professionnalisme, merci beaucoup. On vous expliquera ça dans les commentaires. Et puis tu vois, fallait pas compter sur nous. Hein. Voilà, dites-le nous, chers auditeurs, en commentaire. Si vous le savez, veuillez s'il vous plaît corriger notre cher Roger sur cette info. Bologne. Donc, pour suivre la discussion sur la Guadeloupe, innove avec un Sauterne finish, donc ils s'y mettent aussi au finish, ça titre 49,9% et c'est dispo tout de suite, ça fait partie de la série Les Confidentiels. Très bonne série, Les Confidentiels d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y en a eu pas mal, dont pour Christian de Montaguer, non? Oui, absolument. Qui d'ailleurs était le meilleur, selon moi, c'est le meilleur que j'ai pu goûter, ouais. Ah bah voilà, Cocorico. Alors, Chantal Comte. Même au dire de Bologne. Ah, ouais. J'ai besoin d'une explication, Roger, je vais te faire chier. Quand tu dis Cocorico, vas-y, explique-moi. C'est franco-français, c'est la Guadeloupe, ça aurait pu être un confidentiel embouteillé par un embouteilleur italien ou allemand. Et là, vous n'auriez pas dit que c'était le meilleur, tu vois? C'est vrai. Avec vous. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Quelle mauvaise foi. Ouais, ça doit être d'ailleurs, il y a une petite chose, il n'y a pas eu une espèce de mini-débat que j'ai trouvé pas du tout passionnant, mais qui a encore bien enflammé
Tu ne l'as pas trouvé passionnant, mais tu tiens à nous en parler, c'est intéressant. Oui, bah parce que c'est mon côté un peu gossip. Tu sais que on va bientôt faire une nouvelle chronique closer sur le fait que sur la bouteille et les boîtes, il n'y a pas de S de noté à la fin de Sauternes. Ah oui, j'ai vu Absolument. Ouais. Et du coup, effectivement, ça a valu pour certains aficionados, du coup, voilà, beaucoup de. C'est parce qu'il y avait qu'un commentaires. flux, hein. C'est tout. Ouais. Excusez-moi. C'est de la grammaire basique. Hein. C'est au singulier. C'est de la grammaire basique, hein, voilà. Donc arrête de nous interrompre, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Alors, dernière news, Chantal Comte nous annonce qu'elle va sortir des nouveaux rhums pour le mois de mai. Comme ça tient tout le monde un petit peu en alerte. Donc il y aura une nouvelle tour de l'or qui sera à la Moni 2011 brut de fût, dans l'esprit des précédents la Moni. Et un nouveau blanc, la cuvée Caribéa, qui sortira d'ici le mois de mai. Donc comme ça, elle nous propose déjà de faire des petites économies. Caribéa. Je n'arrive jamais à le dire, ce truc-là. C'est comme Camarel ou Chamarel. J'ai une petite diction. Oh, une Vloort aussi. Non, Uitvlucht, qu'on dit. Ça, c'est plus facile. Tu vas nous faire croire que c'est plus facile à dire, peut-être. Ah bah pour moi, oui. Disons que c'est plus près de chez lui, voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. Et tiens, Roger, est-ce que tu as vu passer, en parlant de news, j'ai vu ça aujourd'hui même, un embouteilleur, j'avais jamais entendu parler, je crois qu'il s'appelle New World ou un truc comme ça. Ça va te plaire le concept, tiens-toi bien. Il embouteille, je crois, une dizaine de Foursquare. Ah oui, les Bolloré là, oui. Voilà. Il y a 11 Foursquare, un Cabroni, et je sais pas, c'est du grand n'importe quoi ce truc, encore une fois. Du 98, du 2005, du 2011, il y a même du 2000. En fait, il y a tous les ans. C'est en fait, il y a tous les ans, pendant 10 ans en fait. C'est que si tu veux acheter tous les single cas, ça te permet d'avoir tous les millésimes. Déjà que les Foursquare ont un peu tous le même goût, alors 11 d'un coup, c'est chaud quoi. Mais bon. Là, le truc qui est marrant, c'est qu'ils ont acheté un des premiers jus de Foursquare, parce que eux, ça date de 96 pardon, et ils ont un 98, donc ils ont dû l'acheter blanc probablement, et ils l'ont. On a vu, ils l'ont acheté chez Mindram ou quelque chose comme ça. Il y avait déjà des Foursquare dans notre qui traînaient chez Massam et Samaroli, donc ils doivent là. Et du coup, voilà, ils l'ont laissé vieillir hyper longtemps, donc on va avoir un super vieux Foursquare, bon, certes européen, continental, mais voilà. Oui, j'ai vu ça. Ils se sont fait plaisir sur le Foursquare. Tout à fait. Merci pour cette news. Il va falloir que je commence à ne pas mettre d'argent de côté. Merci. Je commence déjà à regretter cet épisode. Passons au sujet du jour. Sujet du jour ultra passionnant, et je sais que ce sujet va vous plaire à tous les quatre. Nous allons parler non pas de vieillissement continental, mais bien de distillerie continentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement les distilleries donc, qui se trouvent sur le continent européen ou autres, voilà. Mais donc pas dans la zone Caraïbe habituelle ou tropicale, et qui commence à distiller du rhum alors qu'il n'y a pas de canne à sucre sur le territoire. Voilà. Et c'est de ces distilleries-là qu'on va parler, et d'ailleurs je suis sûr que tous les quatre là vous en connaissez quelques-unes. Jerry en premier, est-ce que tu en connais? Donne-nous-en une ou deux qui te viennent en tête comme ça, la première. Non, j'en connais pas beaucoup, heureusement. Non, pourquoi heureusement? Non, je connais la distillerie de Paris, de notre ami Nicolas Joulès, celle de l'Île-de-France de notre ami Michael. Michael Landard, oui, celle de Bordeaux, voilà, Mon Arbor. Oui. Voilà, mais je connais pas plus que ça. Mais alors, voilà. Alors Roger, toi de ton côté en Belgique, est-ce que tu as des distilleries qui s'amusent à... Il me semble que oui. Il y a des distilleries, il y en a deux qui distillent vraiment du rhum. Et puis il y a des autres distilleries qui s'amusent à acheter du rhum à gauche à droite et faire toute une série de procédés autour pour les vendre comme étant du rhum belge. Mais bon. Il y a Dr Clyde qui lui distille vraiment, près de chez moi. Et il y a un nouveau, ça s'appelle Massacre. Donc c'est relatif au bois du cerf, ça s'appelle les massacres. Donc c'est pas relatif à la qualité. J'avais vu ça. Ouais. Et eux, ils font venir du jus de canne à sucre en Belgique pour le distiller en alambic. Ouais, j'ai pas goûté, mais sur le papier, ça m'excite pas trop. Laurent, Olivier, vous de vos côtés? Ouais, y en a. Alors après, je vais revenir à cette histoire de jus de canne, mais oui, il y en a quelques autres. On y reviendra de toute manière.
Oui. En France, on a Berclou qui nous fait des trucs. C'est où ça, Berclou? Je crois que c'est dans le sud. Je pourrais pas dire exactement, mais dans mon esprit, c'est dans le sud. On a Bose, évidemment, qui est là pour le coup, et dans le sud, ça c'est sûr, sud-ouest. J'ai dégusté lors du dernier Quintessence Franc-Tireur également, un Normand. Oui, Normand. Olivier. J'ai vu passer ça. Voilà, et puis il y a celle que Jerry a mentionné. Puis je suis sûr que du coup on en oublie parce que si ça commence à pousser autant que les distilleries de whisky, il doit y avoir un sacré paquet, quoi. Ah ouais, c'est un truc qu'on commence à voir beaucoup, et puis même de manière encore non officielle. Là, tu parlais effectivement de Franc-Tireur, que j'ai pas encore eu l'occasion de déguster, mais en tant que Normand, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai vu beaucoup les bouteilles passer. Et je peux vous dire qu'il y a une autre distillerie qui n'a pour l'instant rien embouteillé, mais qui a déjà fait lire donc c'était de la mélasse, hein. J'ai eu la chance d'assister à une distillation, donc c'est dans un alambic qu'on utilise dans le pays d'Auge, donc c'est-à-dire alambic à repasse, un type charentais. Et donc du coup voilà, j'ai eu la chance de voir tout le process, c'était assez intéressant. Et de goûter également des versions vieillies allant jusqu'à 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc voilà, pour l'instant rien d'officiel et rien de sorti, donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est quelqu'un qui connaît très 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 bien la distillation et qui a déjà fait ses preuves avec un autre alcool. J'ai même plus que fait ses preuves puisque c'est un des meilleurs. Donc voilà, à suivre. Et voilà, après, je pense qu'on va revenir un peu sur ce qu'on en pense en termes gustatifs. Oui, bien sûr. Quand tu dis un autre alcool, tu veux évidemment parler de tequila, j'imagine. Absolument. J'ai même de mezcal. Mais de mezcal, c'est bien. Ouais, parce que je voulais pas non plus le griller, donc voilà. Je comprends. Alors, bien évidemment, avec le mezcal. Oh là là. Oh non, je la valide. Attends. Ah, merci. Alors là, bien évidemment, on a parlé des distilleries en Belgique et en France. On en a bien sûr dans d'autres pays d'Europe, comme en Angleterre, où on en a pas mal en Angleterre, en Écosse. Enfin, d'Europe, non, c'est plus l'Europe. En Écosse, il y a 2-3 distilleries, oui. Mais pas mal de distilleries qui font du rhum. On pense notamment à nos amis de Matuga, du côté entre Édimbourg et Glasgow. Sinon, on en a en Allemagne également. Je pense notamment à Rumult, où il y a eu un gros débat avec le fait qu'ils appellent le rhum agricole, et qui finalement ne l'appellent plus comme ça. Sinon, on a également en Italie, par exemple, j'en ai un en Italie, qui est le R74 en fait, et qui à la base sont des distillateurs de grappa. Qui produisent de la grappa en alambic et qui, à côté de ça, ont commencé à distiller de la mélasse également et la faire vieillir dans des fûts de grappa. Et c'est étonnant. Mais alors justement, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Quel est votre avis sur la question? Parce que je pense qu'on peut être d'accord sur une chose, à mon humble avis, c'est que ces gens-là sont souvent, pas toujours, mais souvent, des distillateurs donc, qui produisent dans de nombreux cas d'autres alcools à la base, que ce soit des alcools de fruits, que ce soit des whiskies, que ce soit des grappas, comme je viens de le dire, et qui tout à coup, pour une raison ou une autre, se mettre à produire du rhum. Vous, quel est votre avis sur ce sujet? Ça surfe un peu sur la vague, il y a un peu du marketing, je pense. Après, d'un point de vue technique, bon, quand même assez bien, parce que le rhum est quelque chose dont on parle beaucoup, donc voilà. Du côté, moi, par rapport à la Belgique, il y en a 2-3 qui ont essayé d'apporter des rhums de mélasse ou autres. Le résultat était vraiment pas top. De la mélasse, tu veux dire? Ou des rhums de mélasse? Rhum de mélasse, directement. Et donc, ils appelaient ça rhum belge bio. Donc, le rhum venait d'Amérique du Sud. Ils les faisaient venir en Belgique pour mettre dans un fût de whisky belge, du Lord Mertus, je pense. Puis, ils le repassaient sur une espèce de tapis de chocolat. Enfin, un truc un peu à 642. Qu'est-ce qui rendait le rhum bio tout à coup? Parce qu'il était certifié bio en Amérique du Sud, donc tu vois le bazar. Ça doit être le Paraguay, parce que c'est le Paraguay. Ouais. Et c'était clairement pas très bon. Il y a un autre qui a essayé de faire à Jamaïca, je pense que c'était à Hamden, il l'a totalement massacré. Beaucoup de sucre, du thé vert, enfin, c'était un peu bizarre aussi. Ouais, c'est bon, voilà quoi. Dans une bouteille verte, il y en a eu 2-3 autres qui étaient vraiment pas très bons non plus. Puis il y a Dr Clyde qui lui distille vraiment, donc lui est tout près de chez moi. Les premiers essais, c'était pas top.
Mais ici, c'est bien amélioré. Il distille quoi pour le coup? De la mélasse? C'est de la mélasse, oui. Il a même essayé de faire à C'est un peu d'agricole, en fait, de jus du Brésil, non? Le Dr Clyde, non? Ça, je ne sais pas, ça. Je pense qu'il était resté sur le... On avait goûté un truc. Ouais, il faudrait que je passe le voir à Tsekat, en fait, il est pas très loin. Donc, je sais bien que Jérôme du blog Rum & Whisky avait fait un article sur lui. Donc le Rum & Whisky belge, hein, pas le français. Et sinon, oui, il y a Massacre, là, mais ils font venir du jus de canne de je ne sais pas où, congelé, pour qu'ils distillent ici. Déjà, rien que ça donne... je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Bon, voilà... Je comprends pas, surtout qu'en Belgique il y a moyen de faire d'autres choses. Donc, mais bon, j'ai pas goûté, donc je ne vais pas juger sur la qualité, mais l'entreprise, c'est spécial quand même comme idée. Mais bon, voilà. Moi, je vois pas forcément ça. Alors, certes, le rhum n'aurait absolument pas le vent en poupe. Peut-être qu'il s'y attaquerait pas, mais je pense pas que ce soit uniquement une démarche malgré tout pour surfer sur cette vague-là. Et enfin, ça, évidemment, après, ça dépend. Il y a tous les cas et toutes les situations sont particulières, mais moi, ce que j'ai pu voir chez les Français, parce que je crois que j'ai dégusté que des continentaux français entre guillemets. J'ai pas goûté les Belges dont tu parlais, ni l'italien ou les Allemands dont tu parlais, Benoît. Et pour l'instant, ce que j'ai goûté, sincèrement, il y a très très peu de choses qui m'ont convaincu. Ce côté, et je le retrouve souvent un point commun et qui a tendance à pas trop me plaire, c'est ce côté mélasse sur petits alambics, souvent avec une longue fermentation. Et je trouve que très souvent, il va avoir vraiment un côté métallique qui ressort, qui me dérange, moi, avec des finales interminables, mais malheureusement pas forcément agréables. Donc voilà. Après, je veux pas généraliser non plus. Par exemple, alors le distillerie de Paris, il y a eu plusieurs produits depuis la création de la distillerie de Paris. Moi, le dernier que j'ai goûté, c'est le Panella. Et je l'ai goûté à 2 reprises et à chaque fois c'était 1 an d'intervalle puisque c'était à Quintessence l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, et Quintessence l'année dernière. J'ai trouvé que dans les 2 cas il était très très différent. J'avais bien plus aimé la première fois que la seconde. Alors je sais pas s'il y a des différences s'il y a eu des différences de processus ou peut-être la matière première est pas exactement la même à chaque fois, etc. Mais donc voilà, ça j'ai trouvé ça assez changeant. Mais celui qui m'aura définitivement le plus convaincu, c'était Bose, donc distillerie à Montauban, parce que alors il a ce fameux, je crois que c'est HEOC, qui est une sorte de grand arôme, en tout cas très longue fermentation, où il ajoute dans la fermentation cette carcasse de canard faisandé pour booster la fermentation. Ça, je l'avais trouvé, encore une fois, c'est pas forcément une bouteille que j'achèterais, pour être honnête, mais je l'avais trouvé qu'elle se démarquait, qu'elle était vraiment intéressante. Et plus récemment, puisque c'était en août ou en septembre là dernier, où j'avais rencontré d'ailleurs Christine, on avait pu déguster, toujours de chez Bose, ce rhum, alors qui n'en est pas un techniquement, puisque c'est pas à partir de canne à sucre, mais à partir de canne sucrière, qui est donc une variété du sorgho. On en avait parlé, je crois. Le sorgho. Ouais, on avait parlé. Absolument. Et vraiment, pour le coup, celui-là, il faut que je le regoute, parce que c'était une fraîcheur. Jamais pour moi, j'avais jamais senti une telle fraîcheur dans un rhum. Là, c'est pas du rhum seulement. Ouais, je sais, mais c'est du sauvron, ouais, on trouvait quand même certains marqueurs du rhum avec ce côté végétal. Il y avait presque un côté quand même jus de canne malgré tout, mais il y avait une fraîcheur encore plus un peu sur l'anis. Enfin, l'un avec l'autre était vraiment hyper intéressant. Donc celui-là se démarquait pour moi. Alors c'était qu'un test, on va voir si ce sera commercialisé, etc. Mais après, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, le sauvron pour le coup. Enfin, du moins beaucoup plus. Parce qu'on trouve beaucoup de plantations et ils en font également donc d'autres produits, notamment du sucre et des caramels, des trucs comme ça. Ouais. Et ce qui était intéressant par ailleurs, c'est que ce sorgho, il le fait pousser à côté de chez lui, quoi. Enfin, à la distillerie. Et il n'est pas obligé d'importer de la mélasse, voire pire, d'importer du jus de canne congelé, quoi. Donc, c'est un sorgho. On en voit beaucoup, ça. Pure single estate, triple A, quoi. C'est vrai.
Voilà. Jerry, ton avis? Dis-nous tout. Oui, alors moi, comme a dit Laurent, c'est pas forcément commercial. Je pense qu'il y a des gens qui ont des distilleries, qui faisaient du gin, du whisky, et qui se sont dit, bon, j'ai une distillerie, pourquoi je vais pas faire du rhum aussi? Et qui le font plus un peu par passion, ou un petit peu aussi par amusement. Mais je dois avouer que tous ceux que j'ai goûtés ne m'ont pas emballé. Très franchement, ça peut être intéressant dans certains cas, mais je veux dire, en tant que consommateur, puisque là pour l'instant on parle que de rhum blanc, pour l'instant. Non, pas forcément, pas forcément. Non, mais pour l'instant on a évoqué que le rhum blanc, donc j'achèterai pas une bouteille de rhum blanc Alors, je vais pas faire plaisir à mes amis distillateurs, on se connaît bien, mais j'achèterai pas une bouteille de rhum blanc qui vaut souvent plus de 30 €, alors que on a des excellents rhum blancs autour de 20 €. Donc voilà, donc il y a un problème. Donc il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont franchement mauvais, faut le dire. Et voilà ce que je pense. Et en fait, le rhum Massacre, que je reviens là-dessus, est distillé chez Dr Clyde. Donc le monde est très petit en Belgique. En fait, il y a une distillerie. Voilà, bah non, parce qu'il y a d'autres distilleries, il y a plein de distilleries de gin et de... Belgique, la Guyane, même combat. De blanc et de tout ça. Et en fait, le jour arrive à moins 18. D'accord. Moins 18 degrés. Pratique. Non, simplement pour effectivement aller un peu dans le même sens que Jerry et Laurent. Je pense qu'il y a et puis bon, parce que la fameuse personne dont je vous parle en est l'exemple type. C'est un grand fan de rhum, on veut des noms. Mais qui distille pas de rhum mais qui en déguste effectivement à niveau très averti, et puis qui un jour s'est dit allez, pourquoi pas. Alors il est un peu touche à tout, puisque il s'intéressait aussi à essayer de faire du whisky donc voilà, effectivement, je pense qu'il y a ce côté un peu curiosité quand on est fan de distillation, fan de spiritueux, on a envie voilà, un jour. Et puis maintenant avec effectivement la mondialisation, on sait quand même avoir maintenant de la mélasse si on a envie d'acheter de la mélasse. Donc là-dessus, je vous rejoins. Et puis surtout, voilà, en prenant moi cet exemple précis, il est vraiment pas pressé en fait. C'est-à-dire qu'il sortira un truc le jour où il estimera que ça tiendra la route et que ça vaudra le coup. D'un point de vue gustatif pur, ce que j'ai goûté en sortie d'alambic était intéressant. Effectivement, est-ce que j'irai en acheter une bouteille? Probablement pas. En tout cas en l'état. Et puisque j'ai goûté des premiers essais de vieillissement, là encore, on peut difficilement juger parce que c'est très très jeune. C'est pareil, de l'ordre de quelque chose d'intéressant. J'ai aucun moyen de comparer parce que je crois pas avoir déjà dégusté un 2 ans d'âge en mélasse. Maintenant, voilà, ça a l'air de tenir la route. Il va falloir voir comment les choses évoluent, mais voilà. Après, moi, je suis toujours pour pousser la curiosité à partir du moment où on a l'humilité de pas le commercialiser, soit pour faire un buzz, soit pour se faire de la trésorerie. Et donc, voilà, tant qu'on n'est pas dans ces schémas-là, moi, ça me pose aucun problème. De même que je m'offusque pas quand je vois que Plantation fait tout un tas d'expériences complètement dingues et qui peuvent hérisser les poils de tous les défenseurs de ce qu'est le rhum. Voilà, à partir du moment où ils le commercialisent pas et où c'est des phases de tests, d'essais, pour moi on est vraiment dans quelque chose qui est très sain, qui est simplement de la curiosité, de la science et puis de l'amour pour ce qu'on fait, quoi. Alors un sujet je ne dis pas que c'est pas ça, mais c'est vrai que non, je ne disais pas spécialement que c'était pas ça, mais je pense que le fait que le rhum soit à la mode, ça incite beaucoup plus ce genre d'expérience. Après, oui, que les gens distillent du rhum en Europe avec des matières premières qui viennent d'ailleurs n'est pas spécialement catastrophique.
Alors après, justement, la matière première, la matière première est un gros débat au sein dans ce sujet, parce que on est d'accord, c'est toujours une matière première donc qui vient très souvent de loin, importée, qu'on importe dans la majorité des cas, et qui, d'une manière ou d'une autre, donc doit être conservée, doit être traitée, doit être fermentée, etc. Et c'est des matières premières surtout avec lesquelles les distillateurs européens n'ont pas toujours de l'expérience. Et puis après, il y a également ce qu'on met en avant, c'est-à-dire qu'on prétend utiliser une certaine matière première. Finalement, c'est pas exactement ce qui était annoncé au départ. Mais enfin voilà, il y a tout un débat autour de ça. Et puis j'imagine que ça ne doit pas être donné non plus. Non, mais la matière première importée, c'est pas vraiment un problème. Parce que si on voit bien, par exemple, il y a des pays dans la Caraïbe qui importent la matière première. C'est ça, quoi. Hélas, faire du rhum. Moi, ce que je dis, c'est que pour l'instant, même ceux qui importent de la mélasse pour faire du rhum, en tout cas du rhum blanc, puisque même dans les pays caribéens, il y a très peu de rhum blanc de mélasse, ils le font pour faire vieillir, en fait. Les rhum blancs faits à partir de la mélasse, en Europe notamment, et en France et en Europe, ne sont pas encore au niveau des rhums faits dans la Caraïbe. Voilà. Qu'ils importent la mélasse, moi, ça c'est pas un problème. Non, ce serait un manque d'expérience. Ça serait un manque d'expérience, du coup, avec cette matière première, en fait. Il y a quelques siècles de retard, quand même. Donc, forcément. Ouais, je comprends. C'est sûr. Laurent, on ne t'entend pas. Il a coupé son micro. C'est ça. Non, je suis là. Il y a pas mal de distillateurs métropolitains, continentaux, je sais pas comment les appeler, qui importent leur mélasse. Alors Roger, tu parlais tout à l'heure de bio, voilà. Je sais plus quel distillateur, c'est peut-être Bose justement qui importe sa mélasse, qui est bio également, mais de Thaïlande. Donc voilà, il y a de toute façon parce que j'ai l'impression et ça je trouve ça pas mal pour le coup, les distillateurs qui se disent je vais faire du rhum, mais qui vont sourcer quand même un minimum leur matière première pour aller se fournir en bio. Ça c'est quand même une bonne chose, et pour le coup il ne doit pas y avoir énormément de sources de mélasse bio. Alors il y a la Thaïlande, il y a justement en Amérique du Sud, et c'est là aussi où Cédric Brément se fournissait pour certains de ces rhums bio, qui sont d'ailleurs les seuls qui ne sont pas faits à partir de jus de canne, mais de mélasse. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais quand on parle de mélasse, c'est pour ceux qui font cet effort-là. Maintenant, il y a tout le sujet on parlait de matière première, du jus de canne. C'est pas la même histoire. C'est le truc très spécial dans l'histoire. Alors, juste pour resituer, je pense qu'en termes d'importation de jus de canne, on en a entendu, mais des vertes et des pas mûres. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le jus de canne, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, c'est une matière qui ne se conserve pas, ou du moins très très mal, qui a tendance à fermenter directement, voire à pourrir à partir d'un certain moment donné. Et donc il faut agir très très vite. C'est pour ça qu'aux Antilles, quand on fait du rhum agricole, le jus de canne, il est donc, la canne à sucre est amenée dans la distillerie en ayant les 24, grand max 48 heures, et traitée directement. Donc on a plusieurs choix. C'est importer de la canne à sucre, congelée, c'est des choses qu'on a entendues. Importer du jus de canne congelé, c'est quelque chose qu'on a entendu. Importer du jus de canne déshydraté, donc j'imagine sous forme de poudre. Pour moi, c'est du sucre, du coup. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas vraiment compris le désir, mais c'est des choses qu'on a entendues. Et tout ça, ce sont des trucs qu'on essaye de mettre en avant. Et je pense que le pire que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui fait ça et qui, au final, sur sa bouteille, écrit rhum agricole. Ah oui, quitte à aller. Là, c'était le strike, c'était jusqu'au bout. C'est ça, c'est le DAB. Là où il n'y a pas de jeune. Non, mais là, moi, personnellement, j'ai un avis très tranché là-dessus. Enfin, je trouve ça vraiment aberrant. C'est comme si moi, j'étais en Martinique, je fais venir du jus de raisin congelé ou en poudre, ça a été fait d'ailleurs. Et on le réhydrate, on fait du vin, c'était dégueulasse. C'était la marque Cara qui faisait ça. C'est vraiment, pour moi, une aberration. À un moment, quand... Voilà, quoi.
Il n'y a pas de raison de faire ce genre de choses. Il n'y a pas de canne à sucre en Europe. Voilà, tu distilles pas de canne à sucre. Ça paraît aussi simple que ça. Non, mais comme l'a dit Benoît, la canne, comme on dit aux Antilles, tu dois avoir le pied dans la terre et la tête au moulin. Ça veut dire que faut être très rapide. Sinon, ta canne, ça s'oxyde. La péri attaque, ça s'oxyde et c'est plus. Tu fais un très mauvais rhum avec ça. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est simple. Alors faire congeler pour faire venir, mais écologiquement en plus c'est aberrant quoi. Alors ça j'allais t'en penser, mais bon. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah oui, garder ça congelé. Le côté empreinte carbone du jus de canne qui va voyager alors en avion j'imagine, enfin ça va plus vite, j'en sais rien d'ailleurs, pour ramener ça en métropole. Ça paraît contre nature en fait. C'est un peu ça le truc. Non, mais en plus ton coût de production, mais je pense qu'ils utilisent les mêmes congélateurs que pour les vaccins anti-Covid. C'est clairement 80 degrés. Mais cela dit, moi je vous entends et je suis finalement tout à fait d'accord avec vous, mais ça vous choque pas moins, enfin plutôt ça vous choque pas autant d'importer de la mélasse en Europe? Ben, il faut pas la congeler, tu dois pas la garder à moins 18 degrés pendant la mélasse, elle peut venir en conteneur sur des bateaux. Voilà, ça sera. Parce qu'au final, ta bouteille, elle vient quand même des Caraïbes en bateau. La mélasse, tu peux la conserver en fût, Non, bien sûr, mais je veux dire, garder quelque chose à moins 18 degrés, c'est chaud quand même. Hein. Non, alors. Je vois ce que tu veux dire, Olivier. Et non, je voulais faire l'avocat du diable. Non, mais c'est pas idiot, franchement. Je sais pas comment. Je pense que la mélasse voyage en bateau. Alors, je dis pas que le bateau c'est la panacée, mais ça peut prendre son temps. Ça peut prendre des mois. La mélasse, elle va pas bouger. Je pense que du jus de canne, même congelé, enfin, faut le garder congelé pendant tout le trajet. Je pense qu'un bateau, un porte-container qui va mettre 6 mois avant d'arriver de la Thaïlande à la France, ou je ne sais où, jusqu'à je ne sais où, ça risque d'être un peu plus compliqué. J'ai acheté, alors c'est rigolo, quand j'étais allé visiter David à Isan, j'avais passé 3 jours absolument là-bas, et c'était un moment incroyable, mais j'avais pu déguster, parce que c'était juste sous mes yeux, du jus de canne frais, fraîchement pressé, alors sans adjonction d'eau, parce que c'est vraiment des tout petits moulins manuels, tu passes une canne par une canne presque, enfin voilà. Et donc ce jus de canne là, j'en ai un souvenir vraiment ému. Et après, le fait de pouvoir se faire des long drinks avec, en l'occurrence du rhum blanc Isan pur jus et du jus de canne, enfin c'était pour moi, voilà, on était presque aussi proche que la perfection du tiponche, c'est ce que je veux dire. Donc c'était vraiment quelque chose de super. Et récemment, je suis allé chez un grand supermarché asiatique à Paris, Tank Frères pour pas les nommer, et je cherchais depuis un moment justement du jus de canne congelé parce que j'avais entendu dire qu'ils en avaient. Et donc j'ai acheté un pot de jus de canne congelé. Alors c'était, je crois, 98% de jus de canne et 2% d'un fruit. Je saurais plus dire lequel maintenant, mais bref. Et donc j'ai goûté ça et comme j'ai une bouteille de Isan à la maison qui se rapproche de la fin d'ailleurs, je me suis dit je vais essayer de me faire le même délire. Ouais, mais ça avait rien à voir quoi. Le côté jus de canne était pas là du tout. Je dis pas que c'était mauvais, à la limite ça se buvait, enfin voilà. Mais c'était tellement loin. Non mais le jus de canne fraîchement pressé que tu bois quand j'étais au lycée. À la récréation, j'allais prendre mon jus de canne avec mon sandwich, tu vois, donc... On n'a pas été au même lycée, hein. C'était une autre époque aussi. Tu vois, c'est comme dit Laurent, c'est la canne pressée, une tige par une tige. Ouais. Je veux dire, même si c'est dans les distilleries, c'est fait en masse, mais ça n'a rien à voir avec du congelé ou du pasteurisé, quoi, parce que... Bon. Je crois vraiment que ça enlève simplement le goût. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que je pense que certains produits congelés marchent très bien, enfin il y a des choses qui ne font pas tellement s'altérer par la congélation. En l'occurrence, mon expérience personnelle du jus de canne, c'est que ça marche pas. Ça change totalement, ça altère vraiment le goût. Et du coup, si on distille quelque chose qui n'a pas du tout le même goût une fois qu'il a été congelé et qu'il a voyagé, qu'on n'essaye pas à la limite. Enfin.
Mais de toute façon, je pense que du coup, dans ces situations-là, et je reviens à mon exemple du fameux producteur qui avait donc, qui est un producteur d'eau de vie à la base, hein, qui avait donc même écrit le mot agricole sur son étiquette. Si là, on ne me dit pas que c'est pour des motifs marketing. Ah là oui, bah oui. Clairement, là, oui. Là, tu parles de ton ami Alphonse. Exactement. Et d'ailleurs, mais d'ailleurs, depuis, il l'a quand même enlevé. Maintenant, il y a juste marqué Blanco dessus. Voilà, c'est tout. Après, je veux pas faire mon Olivier, c'est-à-dire je veux pas faire mon avocat du diable, mais je trouve ça intéressant dans le sens où, ok, la définition d'un rhum pur jus. Alors agricole, c'est encore différent puisque c'est limité à certains endroits géographiquement. C'était ça le pire, c'est-à-dire qu'il avait marqué agricole. Mais qu'en plus son jus de canne venait, enfin son jus de canne entre guillemets, venait d'Île Maurice. D'accord. Mais du coup, il marquait pas, parce que est-ce que ça vous choquerait si c'était du jus, je sais pas moi, lyophilisé, ouais, et qui marquait rhum pur jus de canne? Non, pas pur jus de canne. Jus de canne. C'est déjà pas du pur jus de canne. Bah, si c'est du jus de canne qui a été congelé, ils ont rien rajouté, ils l'ont congelé à l'arrivée, tu vois. Ça reste du jus de canne à 100%. Ouais, mais il a été altéré quand même. Tu vois, c'est plus quelque chose de pur. Pour moi, pur jus de canne, c'est tu prends la canne, tu la presses, t'as le jus, ouais. Voilà. Si tu la congèles ou que tu veux faire quelque chose dessus pour la garder plus longtemps, ce n'est plus quelque chose de pur comme on pourrait l'avoir directement dans la distillerie, la chère distillerie de Martinique ou de Guadeloupe. Mais de toute façon, je pense que les gens ne seront pas dupes. Alors, certes, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai cet argument, on me dit ben oui, mais c'est parce que toi tu connais le rhum et monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui dégustera ça avec écrit rhum dessus, peut-être qu'il se laissera prendre au piège, il croira que c'est ça le rhum. Et d'ailleurs, s'il aime pas, peut-être que ça l'empêchera de s'intéresser vraiment à ce qui est vraiment le vrai rhum. Mais si c'est vraiment mauvais, j'ai du mal à croire quand même que ça saute pas aux yeux et plutôt au palais, même des novices, quoi. Ouais, mais toi, tu dis ça parce que tu connais le rhum. Non, mais même. Tu as déjà lu du Sadjen 1885, toi. Non, mais ce que dit Olivier, à base de mélasse congelée. Ce ne sont pas des rhums de grande distribution, vu la quantité de. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc ce sera forcément les connaisseurs qui vont goûter et bon, et ça va aller. Voilà. Ou les gars du coin, qui eux par contre n'y connaîtront rien puisqu'initialement ils étaient passés dans le coin acheter une eau de vie ou acheter un whisky selon les producteurs. Mais ça restera effectivement voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de public visé. C'est-à-dire que, comme vous disiez, bah, évidemment que ce ne sera pas un truc de grande distrib où il y aura des dizaines de milliers de bouteilles et qui seront très abordables autant en prix. Déjà parce que c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher dans la distrib. Évidemment. Du coup, ils visent plutôt les amateurs, par les cavistes, les amateurs un peu avertis, les connaisseurs. Et eux, ils sont quand même beaucoup plus critiques au niveau du goût, quoi. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une certaine contradiction un peu là. Oui, ça n'attaque pas au bon public, effectivement, si c'est pour viser les réseaux cavistes et les trucs d'amateurs un peu plus pointus. En effet, il y a ce côté gars du coin qui vient visiter une distillerie, qui vient parce que c'est dans sa région, parce qu'il est en vacances à cet endroit-là, tout ça, et il se dit tiens, c'est cool, il y a un rhum. Et à la limite, c'est un souvenir. Mais ça m'étonnerait que ça fasse un débouché suffisant, quoi. Non, je pense pas non plus. Oui. Après, que ce soit mélasse ou donc de pur jus, je tiens quand même à dire, parce que là on a quand même pas mal parlé de côté négatif, qu'il y a quand même certains produits qui sont pas aussi farfelus que ça, qui donnent même du sens derrière l'histoire, ce n'est pas que du marketing, et où les résultats peuvent même être surprenants, voire très bons dans certains cas. Je prends l'exemple qu'on a trouvé, on en parlait tout à l'heure, de Matuga. Où pour le coup, c'est-à-dire que quand on leur demande d'où vient leur matière première, la mélasse vient d'Ouganda. En même temps, le monsieur qui le produit est ougandais, donc quoi de plus normal. Et sa femme jamaïcaine. Et son épouse est jamaïcaine, voilà, donc ce qui fait le rapprochement en Europe. Donc quelque part, dans la logique, en dehors du fait qu'ils sont basés en Écosse, il y a de la logique derrière. Et en plus, je me souviens de la première fois où on a goûté ce produit pendant le Rhumfest de Londres, il y a de ça quelques années. Ils venaient de démarrer et donc ils avaient à l'époque un Gold et un Spiced.
et c'était franchement pas mal du tout. C'était complètement différent et à l'opposé de ce qu'on connaît, mais je ne pouvais pas dire que c'était mauvais. Voilà. Non, mais justement, c'est bien pour ça que je parlais de rhum blanc, parce que là, on parle plus de rhum blanc. On parle de rhum soit vieux, et là, c'est un peu différent, parce que le vieillissement va améliorer le produit, hein. Et en ce qui concerne Matuga, comme tu as dit, on avait découvert quelque chose d'intéressant et qui nous avait plutôt plu, hein. Et dans le même sens, moi j'avais découvert un rhum à Ottawa, au Canada, hein, le North of Seven, et qui est un rhum vieux, et franchement, que je trouvais très bon. Pourtant, c'est un rhum de mélasse. Ah oui, alors là, je tombe de ma chaise. Distillé à Ottawa, et je l'avais goûté, je leur avais dit, mais faites-le en bout de fût. Ils m'ont écouté, ils l'ont ressorti en bout de fût, et franchement, leur bout de fût North of Seven est vraiment très très bien. Donc, mais c'est pas du rhum blanc, ils font pas de rhum blanc, eux. Ils font pas de rhum blanc. Tu fais bien de le dire, Jerry, parce que justement, on parle de distilleries continentales, mais ce qu'il faut noter également, c'est que les distilleries continentales n'existent pas qu'en Europe, existent également sur d'autres continents qui ne sont pas forcément tropicaux. Donc là, on parle du Canada, où on a Privateer, voilà, exactement. Bien sûr. Par exemple, ou sinon, un autre exemple complètement à l'opposé, Nine Leaves au Japon. Ouais, tout à fait. Qui n'est pas. Alors oui. C'est-à-dire qu'il y a une partie du Japon donc, qui est tropicale où on voit de la canne pousser. Lui, dans son cas, c'est vraiment pas le cas. Il n'utilise d'ailleurs pas de la canne, enfin pas du jus de canne du moins, ni de la mélasse, mais c'est directement du sucre qu'il distille. Donc voilà, ces produits sont sincèrement bons pour la grande majorité. Il a certains produits qui sortent du lot, ça fait quelques années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la distillerie, il est tout seul, il fait tout de A à Z, tout seul. Et ça va du blanc à des finishes en fût d'Armagnac qui sont juste exceptionnels. Enfin voilà, il y a pas mal de bons produits qui sont sortis de là depuis sa création. Alors, il y a absolument, et il y a plusieurs sujets dans ce que tu viens de nous dire. Pour parler de Nine Leaves... Absolument, bien joué l'animateur. Le Nine Leaves, je connais ça. Moi, j'avais eu une bouteille de celui qui était vieilli en fût. Alors, je sais plus si c'était américain ou français parce que ça remonte à quelques années déjà, mais je sais, mais je sais plus lequel j'avais goûté. Et j'ai pu récemment regoûter l'un des deux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis le nez dedans. Grosse amélioration. Petite baisse en degrés, puisqu'il est passé de 50 à 48 degrés. Bon, le bas blesse au niveau du prix quand même. Si tu ramènes le prix par rapport à l'âge du rhum, c'est un peu compliqué. Par contre, je suis assez d'accord avec toi, Benoît. Alors, ça plaît pas à tout le monde parce que ça a une grosse typicité, même au niveau du blanc déjà. Le blanc, je trouve qu'il y a un côté poire vraiment surprenant. Et après, les vieux, le fût a quand même bien marqué parce que c'est jamais des vieillissements bien longs. C'est genre 1 an et demi, 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais ça marque quand même bien. Et comme tu disais, il y a quand même des produits chez lui qui se démarquent. Et moi, je me rappellerai toujours celui pour les 70e anniversaire de Vélier, qui était vraiment très très bien, encore une fois très spécial. Donc ça se démarque dans le bon sens. Et à l'inverse, il y en a qui se démarquaient quand même dans le mauvais sens parce que le Almost Spring qui était vieilli en fût de vin rouge, je sais plus lequel. En fût de vin rouge, c'est ça. Celui-là, il était limite pas buvable. Je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que celui-là m'avait également beaucoup déçu parce qu'il avait ce côté très soufré finalement qui était resté dans le fût et qui avait gâché tout le rhum. Mais à côté de ça, par contre, récemment, j'ai goûté un embouteillage qui était sorti alors que pour l'Allemagne ici, au Rhum Depot, qui était un vieillissement de 4 ans en fût d'Armagnac. Et du moins, pour tous ceux que moi j'ai pu goûter jusqu'à maintenant de sa gamme, c'est clairement mon préféré. C'est juste fantastique. Alors déjà, effectivement, c'est typé parce que la matière première déjà est typée. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit. Enfin, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais je l'ai vu nulle part ailleurs jusqu'à présent. En plus, les fûts d'Armagnac, c'est assez typé aussi. Je veux dire, très peu de producteurs utilisent des fûts d'Armagnac. Donc voilà, donc il allait vraiment dans une direction complètement barrée, et le résultat est super. Et j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Alors moi, je trouve que effectivement, ce que fait Yoshiharu, c'est intéressant, mais
Très franchement, je suis pas fan de ces vieux, je vais pas dire vieux, mais de ces rhums vieillis, puisque les premiers dont parlait Laurent, le fût français, le fût américain, c'était des moins de 3 ans en fait, hein, c'était des 2 ans, donc je trouvais que ça manquait un peu de vieillissement. Par contre, le blanc, franchement, je le trouvais très intéressant, et comme Laurent avec ce petit côté poire, qui était vraiment très intéressant. Mais bon, quand tu payes une bouteille, enfin vendue ici en France à 90 €, tu vois, c'est problématique. Et encore une fois, j'en ai pas goûté 50, mais est-ce qu'il y a une réelle identité Nine Lives ou ça part dans tous les sens? Pour moi, il y en a une parce que tu vas quand même retrouver le distillat. Ouais. Tu vas retrouver le distillat, surtout que, comme disait Jerry, les vieux sont pas vieillis très longtemps. Du coup, le bois, même s'il va marquer un peu, tu retrouveras quand même toujours cette identité que tu as sur le distillat. On parle de fût de vin, de fût d'Armagnac, de fût de Bourbon. Ça peut souvent vite passer. Ouais, mais en si peu de temps, c'est vrai que je pense que Laurent a raison sur le fait de dire que on va avoir une base commune qu'on va quand même clairement pouvoir continuer à identifier, parce qu'en si peu de temps. De par sa typicité en plus, hein, bien sûr. Oui. Mais donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce process là qu'il utilise, parce que moi j'avais pas cette notion. C'est vrai que je connais un petit peu. Voilà, une espèce de pain de sucre là. Il utilise le pain de sucre, il fait son sirop, et surtout il a sa source d'eau souterraine, donc une eau très pure, qui est très importante aussi. Et c'est vrai que son rhum a une typicité. Et donc il fait un sirop avec, c'est ça? Il prend un pain de sucre, il prend son eau de source, et après il fait chauffer. Le process inverse en fait. Il fait le process inverse de la fabrication du sucre, c'est-à-dire qu'il va prendre du sucre fini, qui va rendre liquide en faisant un sirop, et c'est ce sirop-là qui va distiller finalement. Voilà, incroyable ça. Et donc il le fait chauffer, comme un sirop, comme un vrai sirop de canne, comme font par exemple dans le clairin, les choses comme ça, ou pas forcément. Il va faire comme avec le high test molasses, c'est-à-dire le sirop inversé qui cristallise pas pour le distiller. Eh ben, hyper impressionnant. Moi j'avais beaucoup aimé une cuvée un peu. On va dire, remarque, c'est vrai qu'il a beaucoup de cuvées qui sont un petit peu, je sais pas comment dire ça, mais uniques, oui, je pense que c'est le bon terme. On voyait pas mal de fois revenir le terme uncrypt dessus. Et puis là, c'était une cuvée qui s'appelait Reverse the Uncrypt. J'avais dégusté ça et j'avais trouvé ça pareil, complètement, vraiment barré. Laurent parlait du Warren Kong Vélier, où là aussi c'est barré. Moi j'avais un souvenir de ma première dégustation de ce rhum-là, où j'avais l'impression d'avoir un goût de céréales, un goût, mais vraiment... on va pas dire aux antipodes du rhum, mais vraiment quand même très éloigné du rhum. Et j'ai eu un peu cette même sensation sur cette cuvée Reverse the Uncrypt. Et moi, effectivement, j'aime bien aussi. Après, je rejoins par contre Roger sur le fait d'être un peu perdu personnellement sur la gamme. J'ai l'impression que... Oui, il n'y a pas de gamme, je pense. Voilà, c'est ça. C'est ça. À part le blanc... À part le blanc et le Angel Half, tout le reste sont plus des micro-batchs en fait. C'est ça. Donc il y a la gamme centrale qui est le blanc et les deux Angel Half qui sont donc vieillis fût français ou fût américain pendant 2 ans a priori. Voilà. Et après le reste c'est vraiment des petits trucs quoi. Et il y avait un autre. Absolument, ouais. Et il me semble quand même, dans tous ceux que j'ai goûtés, même c'était les 2 Véliers, puisque maintenant il y a eu le Japoniani aussi qui est sorti. Le Reverse jeune aussi, ils sont tous relativement jeunes de toute façon, mais après tu as le Reverse Encrypted aussi, et tout ça. Et j'ai l'impression, dans tous ceux que j'ai goûtés, alors plus ou moins, mais que tu retrouves quand même, malgré tout, malgré tous les tests, les différents fûts, parce qu'Encrypted, je crois que c'était un vieillissement de 4 fûts qui avait été assemblés. Enfin, 4 fûts, dont un fût secret, Un secret, ouais. Et tu retrouves quand même cette identité
Nine Leaves, donc ouais, il y a un truc intéressant. Après, c'est vrai qu'en plus, il y a tout le côté un peu, j'allais dire presque poétique du gars qui est tout seul dans sa distillerie, qui fait tout, qui se lève aux aurores, enfin, tu l'imagines dans les brumes et tout ça. Enfin, c'est assez rigolo. 14 km à pied pour aller chercher l'eau. En souterrain. C'est ça. Pour partir du Japon et revenir vers chez nous, quand même, sur les rhums métropolitains, là, il y en a certains qui sont pas blancs, malgré tout. Par exemple, le distillerie de Paris, le Panella, c'est pas un blanc, il doit être vieilli un tout petit peu, si je dis pas de bêtises. Chez Berclou, je crois que c'était un 4 ans que j'avais goûté, quand même. Donc, c'était un des plus vieux produits sous nos latitudes. Chez Bose, il y avait un 12 mois, je crois aussi. Donc voilà, on commence à voir quand même certains trucs vieillis, alors avec des durées plus ou moins longues et des résultats plus ou moins réussis, mais voilà, les vieux commencent aussi, mine de rien, à émerger, et on peut les trouver, ouais. Il y a le R74 dont je parlais tout à l'heure, donc qui est fabriqué en Italie, que j'ai pu déguster au Rhumfest de Rome, et qui, eux, proposent 2 produits. Donc on a vraiment la version blanc, non vieilli, et on a une version vieillie en fût de grappa, comme ils sont producteurs de grappa, donc vieilli pendant 3 ou 4 ans, il me semble. Mais très très typé, alors c'est très bon, mais ça reste très typé. Tu parlais aussi, tu lançais les États-Unis. Alors je pense que pour le coup, aux États-Unis, il y en a une sacrée flopée. Les micro-distilleries, c'est pas ce qui manque. Je veux dire que ça soit. Donc on parlait de Privateer tout à l'heure. Après, on a ceux qui font Saint George en Californie, qui font d'ailleurs un pur jus qu'ils appellent agricole également. On en avait en Louisiane notamment, mais bon, là il y a de la canne à sucre, donc c'est de nouveau un peu en différent. Voilà, voilà, plutôt tropical, presque. Ouais. Même si en Louisiane, en Louisiane, comment ça s'appelait j'avais visité aussi la distillerie. Caneland, c'est pas Caneland, un truc comme ça. Bayou. Non, Bayou. Non, on avait goûté. Bayou. Olivier, t'as raison, c'était Bayou. Eux, c'est de la mélasse. Hein. Bayou. C'est de la mélasse. Ce qu'ils font est. C'est mieux qu'avant, en tout cas. C'est correct, on va dire. Au début, c'était vraiment pourri, et c'est rare qu'on m'entende être aussi dithyrambique, inversé. Olivier, je suis un peu choqué. Je sais. Je ne suis pas du tout pour ce genre de choses. Je savais que tu allais m'attendre au tournant. Et franchement, c'était vraiment, vraiment mauvais. Et écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais en un an, on m'a fait regoûter le produit. D'ailleurs, j'ai eu la même discussion par rapport au rhum cambodgien. Bref, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à Bayou, on m'a fait déguster plus récemment, et effectivement, c'était très, très, très correct. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il devait y avoir une cuvée Habitation Vélier Bayou, qui pour l'instant n'est pas sorti, mais il y avait, j'avais vu les prototypes d'étiquettes. A priori, il y avait un rhum qui avait été sélectionné. Finalement, c'est pas sorti. Mais est-ce que c'était le même que tu avais regoûté? Parce qu'ils ont leur gamme de base qui est le Select, je crois. Mais après, ils ont aussi. J'avais vu à la distillerie. Il y a toute une gamme. Hein. Exactement. En fait, ils ont. Exactement. Alors, ils ont le XO qu'ils ont appelé le. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, un truc, mais qui est trop sucré pour le coup. Je l'avais goûté, mais je l'avais trouvé un peu trop sucré. Mais après, ils avaient aussi des fûts. Et pour le coup, c'était vraiment des single casks parce qu'ils avaient qu'un de chaque, de vin blanc, de Porto, de plein de trucs. Et moi, je sais qu'il y en avait un que j'avais goûté qui était un de ces single casks. Et alors je sais plus, la bouteille est quelque part, je vais pas aller la chercher maintenant, mais c'était je crois que c'était du vin blanc, et j'avais trouvé le résultat, même si c'était même pas 3 ans de vieillissement, hein, mais j'avais trouvé le résultat bien plus intéressant déjà, donc j'étais reparti avec la bouteille. Mais après, c'est vrai qu'aux États-Unis, et j'ai l'impression qu'il y en a, j'avais regardé ça un petit peu, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et la plupart on n'en a jamais entendu parler, quoi. Mais comme disait Benoît tout à l'heure, on en avait goûté un à San Francisco, Ken Island, qui était excellent en rhum agricole, mais bon, ils ont de la canne qui pousse en Louisiane, donc c'est pas, ça se comprend. Et on avait dit, ton rhum est très bon, simplement il est à 40 degrés. Et il nous avait répondu, mais 40 degrés, c'est pour les Américains. Moi, le mien, je le fais à 50 degrés parce que j'ai appris à distiller aux Antilles, en Martinique. Donc... sinon, on avait goûté le... Les Américains ne sont pas prêts pour le 50 degrés. Donc, je le fais en 40 degrés. Mais moi, personnellement,
Personnellement, pour moi, je le fais à 50 degrés. Mais c'était un très bon rhum. Ouais. Sinon, on avait goûté le Montagna aussi du Colorado, qui eux produisent à partir de jus de canne également, qui font importer de la Louisiane par contre. D'accord. Mais après, voilà, il y en a plein. Il y a quand même 1000-2000 km entre les deux. Ouais, il y a une petite trotte. Mais Ouais, donc, il y avait le Wicked Dolphin qui fait je sais plus où. T'avais le Floride, Ça, c'est de Floride, ça. C'est de Floride, ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas une franchise de NBA plutôt? T'as le Bully Boy qui vient de Boston. C'est quoi ces noms incroyables? Non, mais il y en a franchement. Enfin, c'est Avoue incroyable. que tu Si vous allez inventes sur des un site de vente américain, Le allez Piquet aussi, non? Non, le nombre est vraiment fou. Et vous parliez d'une distillerie en Louisiane qui fait celui de pur New York jus. que t'as visité, toi. Le quoi? Celui de New York que t'as visité. Oui, moi Celui aussi. de New York. Le Oniz. Oniz, tu l'as Oniz visité. Ah à oui, New York, à absolument. Brooklyn. Absolument, C'est ça Oniz à remonte Brooklyn. ça remonte à quelques temps maintenant. Et en effet, j'avais goûté. J'avais une bouteille aussi de leur blanc. Alors c'est de la mélasse, bien évidemment. Elle vient d'où dans ce cas-là? Si vous voulez, je vous envoie Je des sais pas. samples. Hein. Oniz alors c'était marrant, j'avais eu la chance en passant chez eux également de goûter leur rhum en brut de Cologne parce qu'ils venaient de distiller justement et je leur avais suggéré de faire un overproof et ils l'ont fait mais Ouais, c'est ça, hein. quelques mois après le truc est sorti et l'étiquette était noire et dorée comme ça et elle m'avait envoyé la photo, tiens voilà, finalement on a décidé de le sortir et c'était franchement bien et je trouve ça pour le coup très réussi. J'ai trouvé le produit très très réussi, plus qu'en version 40 degrés. Il me semble que la version basique est à 40 degrés. La version un peu basique light, Enfin, de toute façon, elle est faite pour les cocktails. Hein. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui est pas fait. C'est ça. Mais donc la distillerie Oniz à Brooklyn, Ouais, dans les distilleries américaines, alors même si je m'écarte un tout petit peu du sujet, parce qu'eux aussi ils ont de la canne, c'était Richland, qui eux, ils sont en Géorgie, dans le sud de la Géorgie, et il y a de la canne, mais en hiver il fait quand même très froid. Il fait que ça gèle. Du coup, ils doivent attendre le maximum de temps pour que la canne soit suffisamment à maturité, mais en même temps, ils doivent pas attendre trop longtemps, sinon l'hiver arrive et ça gèle. Du coup, ils ont tout leur champ de canne qu'ils doivent récolter en gros en 3 semaines. Ils récoltent tout, ils pressent le jus. Sauf qu'évidemment, ils n'ont pas la capacité de process tout ce jus, de mettre en fermentation et distiller tout le jus avant qu'il devienne mauvais. Ça s'appelle les vendanges tardives. Presque, ouais. du ice rum. Et du coup, ils le font en sirop. Presque en sirop de batterie finalement. Et c'est ça après qu'ils vont distiller, etc. Quoi. Comme on faisait aux Antilles il y a une centaine d'années encore. Ouais. Et bah, hyper intéressant. Vraiment hyper intéressant. Non, c'est vrai que les États-Unis, c'est vraiment particulier parce que tu as vraiment une partie du pays où tu as de la canne qui pousse et l'autre partie où tu n'en as pas en fait. Et le contraste entre les deux est très très intéressant. D'ailleurs, on a un grand nombre de rhum pur jus qui sortent un peu partout aux États-Unis, entre la Floride et Hawaï, quoi. Il y a vraiment du rhum qui commence à être distillé de partout. Alors, pourquoi tu pleures, Laurent? Dis-nous tout. Non, rien. C'est une erreur de... Et je vais te mettre ça plutôt. Ah voilà, je préfère. Alors, on touche tout doucement à notre fin. Hein. Là, on a déjà eu à 1 heure d'émission quand même. Surtout à la fin de Jerry qu'on touche là. La fin de Jerry, c'est ça, parce que Jerry a faim. Ouh, joli. Mais avant d'aller manger Jerry, tout d'abord, nous allons écouter la licorne d'Olivier, qui nous a choisi une belle licorne aujourd'hui, je suppose. Non, mais on peut aussi passer outre. Hein, non, c'est vrai. L'auditeur avant tout, voyons. Allez. Oui, ouais. Tu as raison. De quoi vas-tu nous parler? Justement, on tombe sur probablement une des histoires les plus longues que j'ai à raconter, donc je vais essayer de la faire courte. En fait, j'ai eu envie, puisque j'essaye toujours, enfin en tout cas là depuis pas longtemps, d'avoir une certaine cohérence entre le sujet et la licorne du jour. Et là, j'ai eu envie de parler d'un rhum qui a beaucoup voyagé et qui a même probablement le plus voyagé. Il s'agit d'un rhum qui s'appelle Old Jamaica Africa Corps Lost Liquor et qui nous vient de chez Delva, en tout cas qui a été embouteillé par Delva. Donc c'est une histoire en fait que je dois à Johan Tanan, pour les gens qui le connaissent, qui anime un groupe Facebook, une page Facebook qui
c'est un nom que je dise pas de bêtises, Roger, c'est Beers and Spirit and Belgians, Beers and Wine. Spirit and Wine. Ouais. Bonjour Johan. Voilà, exactement. Désolé, mon cher Johan, j'ai écorché le nom de la page, mais en tout cas voilà. Et donc c'est à lui que je dois cette histoire. Je l'ai trouvé vraiment passionnant, donc j'ai fouillé aussi de mon côté et voilà, ça m'a vraiment plu. J'ai retrouvé le nom du groupe Facebook, hein, donc c'est The Belgian Spirits, Wines and Beers Club. Donc voilà, il faut savoir que c'est une bouteille, comme je disais, qui a énormément voyagé, puisque au tout départ de cette histoire, on se replonge dans la Seconde Guerre mondiale, à une époque où effectivement il y avait donc une troupe d'élite qui s'appelle l'Africa Corps, qui était dirigée par le tristement célèbre Erwin Rommel, connu aussi sous le surnom de Renard du désert, et ils sont tombés sur une cave qui contenait du vin et des spiritueux. Alors, je peux vous faire participer, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va pas non plus trop jouer, mais juste une mini question et après je déroule mon histoire. Avez-vous une idée d'où est-ce qu'ils ont trouvé cette cave? Non. Allez. D'accord. Et ben, parfait. Eh bien, au Japon, chez Nine Leaf. Non, pas du tout. Non. Ils l'ont trouvé en Afrique du Nord, ce qui paraît complètement surprenant. Alors, on n'a pas l'endroit exact, hein, mais a priori, ça pourrait être du côté de Tripoli, en Libye, si je ne dis pas de bêtises, ou de Tobruk, ou même d'El Alamein. Voilà, peut-être, exactement. Et donc, il y avait une quantité délirante de chez délirante de fûts contenant du whisky, du rhum, du gin, du cognac. Voilà, tout se stockait a priori dans des grands fûts de chêne. Donc, c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler un trésor de guerre. On a du mal à savoir à qui appartenait cette cave à la base, mais en tout cas, les nazis l'ont, comme ils faisaient beaucoup à l'époque, complètement, ils se le sont accaparés, hein, bien évidemment. C'était la cave d'un certain Simon Aversa. Ah oui. Qui stocke beaucoup. D'ailleurs, il a gagné la bagasse d'or du meilleur spéculateur, je tenais quand même à le dire. C'est vrai. Absolument. Alors écoute, je sais pas si c'était sa cave, en tout cas le fait est que les fûts, il a bien fallu les rapatrier, et donc ils ont cherché au plus près. Le plus près était l'Italie, donc amie de l'Allemagne nazie à l'époque, hein. On pourra dire plutôt même l'Italie fasciste, puisque toute l'Italie heureusement n'était pas fasciste à cette époque-là, et donc les fûts ont été envoyés là-bas via des navires, voilà, et ils sont restés finalement cachés pendant plusieurs mois, si bien que lorsque en janvier 1944 le 6e corps d'armée américain a attaqué une plage italienne qui s'appelle Anzio, qui lui a permis de mieux s'implanter en Europe continentale, ils ont réussi à finalement se rendre compte que se trouvait pas très loin d'ici, voilà, un petit village où se trouvaient ces fameux fûts. Donc les fûts ont été retrouvés, donc ils ont changé de main, ils sont passés chez du coup les gentils, on va dire, hein, les Américains dans cette histoire, et à cette époque, ils se sont dit, tiens, si on les embouteillait, ce sera aussi peut-être plus pratique plutôt que de les garder en fût. Et donc, il y avait une distillerie italienne qui s'appelait Delva. Et donc qui a mis en bouteille ces différents alcools. Donc dans cette gamme des Lost Liquors, on a donc du gin, du whisky, du rhum jamaïcain et du cognac.
Il y en a effectivement tout un tas. Je vous passe les détails, mais le fait est qu'effectivement, voilà, ça a encore pas mal bougé puisque les Américains, assez logiquement, se sont aussi accaparés ce trésor de guerre. Donc les bouteilles ont été renvoyées aussi aux États-Unis. Et puis finalement, voilà. On a réussi à en récupérer quelques bouteilles. Voilà, ça a été un beau bazar. Je vous la fais courte. En tout cas, l'histoire est passionnante. Vous la retrouverez donc sur le groupe Facebook de ce cher Johan Tanan et consorts qui s'appelle The Belgian Spirits Wines Beers Club. Également, donc bien sûr sur mon blog si vous le souhaitez aussi. Mais voilà, en tout cas, une histoire assez dingue et qui prouve que même sans congélateur, pour le pur jus de canne, le rhum peut voyager. Voilà. Parfait, merci beaucoup Olivier pour ce petit moment d'histoire et on te retrouve de toute façon dans 2 semaines pour une autre licorne, j'imagine, que tu nous présenteras. Avec plaisir. Et on s'excuse auprès de nos amis italiens. Exactement. Pourquoi qu'est-ce que j'ai dit? Rien, tu réécouteras, c'était un petit peu rigolo. On te laissera réécouter, tu remarqueras par toi-même. Notre émission touche à sa fin. Laurent, tu voulais peut-être m'interrompre? C'est le moment. Non, normalement j'interromps avant la licorne. Là, je me suis laissé prendre par le temps, désolé. D'accord, pas de problème. Donc notre émission touche à sa fin. N'hésitez surtout pas de mettre un petit pouce bleu, vert ou rouge, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, d'écouter cette émission et de la partager et de nous dire surtout ce que vous avez pensé de cette émission. N'hésitez pas à nous mettre quelques étoiles aussi, que ce soit sur Spotify, sur Google et tous ces trucs-là, pour un peu motiver l'émission et la faire connaître un peu plus dans le monde auprès des gens qui ne connaissent pas soit le podcast, soit le rhum, tout court. Hein. Voilà, il faut le dire, il y a toujours des trucs sympas à apprendre. Et puis voilà, on va clôturer là-dessus. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines, messieurs. Avec grand plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bye bye. Salut.